after the Prime Minister is... Le Premier ministre fait échec pour ce qui est d'appuyer les travailleurs du secteur des ressources naturelles et leurs familles. Il a retardé le processus d'approbation de grands projets énergétiques. Le projet de gaz naturel liquéfié du Pacifique Nord-Ouest va créer des milliers d'emplois et aucun coût pour les contribuables. Ces travailleurs et leurs familles ont besoin que le Premier ministre prenne une décision. Ils ne peuvent se permettre d'attendre encore plus. Le Premier ministre va-t-il enfin décider dans l'intérêt des travailleurs du secteur énergétique? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les Canadiens ont élu un gouvernement qui prendra des décisions dans l'intérêt de tous les Canadiens. C'est la raison pour laquelle on veut s'assurer de ne pas avoir à faire un faux choix entre l'environnement et l'emploi et l'économie. D'autre part, nous voulons collaborer et impliquer toutes les parties. Nous voulons créer de la croissance économique tout en respectant les collectivités et les peuples autochtones. C'est exactement ce à quoi s'attendent les Canadiens de la part de leur gouvernement et c'est ce qu'il va leur donner. Honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, nous savons que les dépenses éhontées du Premier ministre ne créeront pas de l'emploi. La réalité, c'est moins d'emplois, moins de croissance économique. Mais il y a des solutions à cela. Nous avons des travailleurs au pays qui ont les compétences, l'ambition et les capacités de se mettre au travail dès aujourd'hui. Mais un trop grand nombre de projets sont en suspens dans l'attente d'une décision de la part du gouvernement. Le Premier ministre va-t-il faire la chose à faire et approuver les projets de pipeline afin que l'on puisse remettre au travail les familles les plus touchées par la crise économique? Très honorable Premier ministre, pendant 10 ans, le gouvernement précédent n'a pas été en mesure d'approuver de grands projets énergétiques parce qu'il n'avait pas la confiance du public. Il n'a pas été en mesure de prouver qu'il comprenait que construire une économie forte devait aller de pair avec la protection de l'environnement. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Ils ont aussi besoin de comprendre que la seule taxe que l'on a augmentée est pour les 1% des gens les plus riches. Et ils se sont prononcés contre cette mesure, Monsieur le Président. Honorable chef de l'opposition, on ne cesse d'apprendre des détails sur les négociations secrètes pour un accord en matière de cybersécurité avec la Chine. Soyons clairs, les Chinois ont déjà percé nos systèmes de sécurité, ils ont piraté les réseaux gouvernementaux des milliers de fois. Les sociétés canadiennes sont sous la menace permanente de piratage de par la Chine, mettant en question la question de la propriété intellectuelle. Mais ça fait des années que ça dure. Le Premier ministre fait preuve d'une grande naïveté lorsqu'il négocie un accord sur la cybersécurité avec la Chine. Très honorable Premier ministre, pendant des années, les gouvernements canadiens ont soulevé la question de la sécurité, la cybersécurité de l'état de droit auprès de la Chine. Mais ça a toujours été fait de façon improvisée. Nous, ce que nous avons établi, c'est un processus de discussion de la sécurité et de l'état de droit constant qui va permettre d'aborder des enjeux qui sont importants pour les Canadiens de façon cohérente, qui permettra d'obtenir des résultats. Pendant trop longtemps, le gouvernement précédent a traîné les pieds et a fait des allers-retours avec la Chine, ce qui n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés pour les Canadiens. Honorable chef de l'opposition, le ministre de l'Immigration a dit qu'un traité d'extradition avec la Chine était hors de question en raison du bilan en matière de protection des droits de la personne. Le Premier ministre chinois, la semaine dernière, a indiqué qu'il était à négocier un traité d'extradition. La fin de semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères a contredit publiquement le Premier ministre en disant qu'il ne négocierait jamais de traité d'extradition avec la Chine. Le Premier ministre va-t-il nous dire une bonne fois pour toutes si son gouvernement et la Chine sont en train de négocier un traité d'extradition? Le très honorable Premier ministre, comme je l'ai dit à maintes reprises, Monsieur le Président, le gouvernement précédent a entretenu beaucoup de dialogues en matière d'extradition, d'état de droit, d'affaires consulaires avec la Chine, mais ça a toujours été fait de façon improvisée. Ce que nous avons établi, c'est un cadre rigoureux de discussion de l'état de droit et de la sécurité, ce qui nous permettra de soulever des enjeux épineux. Et je tiens à souligner que le Canada a des attentes très claires quant à l'état de droit et à la protection des droits de la personne. C'est ce à quoi s'attendent les Canadiens. Le Premier ministre chinois ont confirmé les négociations d'un traité d'extradition entre les deux pays. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, le numéro 1 de la diplomatie canadienne, qui espérons est au courant que le traité est en cours de négociation avec la Chine,
contredit le Premier ministre en disant que nous n'allions jamais négocier un traité d'extradition. Monsieur le Président, qui les Canadiens doivent-ils croire? Le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre? Premier ministre. Monsieur le Président, la semaine passée, nous avons confirmé qu'on a établi un dialogue sur la sécurité et la loi et l'ordre pour démontrer qu'on a un gouvernement qui est prêt à travailler avec le gouvernement chinois sur des enjeux qui préoccupent les Canadiens, que ce soit des cas consulaires, que ce soit les droits humains. On a maintenant une façon régulière et rigoureuse d'échanger sur ces enjeux importants et nous allons toujours défendre les principes et les attentes des Canadiens par rapport à des traités d'extradition. On a des niveaux d'attente extrêmement élevés pour ça. Député d'Outremont. Monsieur le Président, lorsque la famille royale a débarqué au Canada en fin de semaine, le Premier ministre a dit, et je cite, « La forêt pluviale de Great Bear n'est pas un endroit où poser un oléoduc transportant du brut. » Tabs 5 avec les citoyens de la Colombie-Britannique. Ce qu'il semble réticent à dire, c'est si cette forêt pluviale peut recevoir un gazoduc transportant du gaz naturel. Peut-il rassurer les citoyens de la Colombie-Britannique à ce sujet ou va-t-il les laisser dans le doute? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières élections, nous avons indiqué très clairement que nous voulions protéger l'environnement et créer de l'emploi et de la prospérité économique. Il n'est pas question de faire un choix allant dans un sens ou dans l'autre. Nous allons de l'avant de façon responsable en analysant divers projets et nous prendrons ces décisions dans l'intérêt de tous les Canadiens, que ce soit les différentes collectivités, les partenaires autochtones, les écologistes ou les gens qui se préoccupent de la croissance économique. C'est notre responsabilité, c'est ce que nous allons faire. Honorable député d'Outremont, laissez-moi vous lire ce que la ministre des Services publics a dit en Chambre avant les élections. Je cite, « Il n'est pas normal de voir le financement des soins de santé des provinces être réduit de 36 milliards de dollars. Maintenant qu'ils sont au gouvernement, les libéraux ont adopté le plan de Stephen Harper en matière de soins de santé. » Vous entendez ces applaudissements? Cela a-t-il toujours été le plan libéral? On attaque Stephen Harper et ses politiques pour se faire élire et ensuite, une fois élu, adopter les mêmes politiques? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, sous notre gouvernement libéral, nous avons fait preuve d'un niveau sans précédent de coopération avec les provinces. Le gouvernement précédent avait refusé d'aborder la question des soins de santé et de leur financement, un sujet important pour les Canadiens, avec les partenaires des provinces. Et c'est exactement ce que nous faisons. La ministre de la Santé collabore avec ses homologues de partout au pays pour répondre au désir des Canadiens de voir un système qui fonctionne. Honorable député d'Outremont. L'année dernière, le gouvernement libéral a adopté les cibles lamentables de Stephen Harper en matière de changement climatique. Cette semaine, il adopte les coupures néfastes de Stephen Harper dans le domaine des soins de santé. Et ce, même si le ministre des Affaires étrangères a déploré avant l'élection que le gouvernement conservateur ait, et je cite, unilatéralement refusé de prolonger l'entente de financement en santé. C'est ça que le Premier ministre voulait dire lorsqu'il a parlé de vrai changement? Premier ministre. Le vrai changement, c'est pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement fédéral travaille avec les provinces. On s'engage pour parler de comment créer un système de santé à la hauteur des attentes de Canadiens. Nous sommes en train d'écouter les Canadiens qui veulent un meilleur système de santé. Nous allons travailler avec les provinces dans le respect, dans le partenariat pour livrer notre système de santé pour les Canadiens. Monsieur le Président, souvent, les mots du Premier ministre ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Il a dit que le 19 octobre dernier marquait le début d'une nouvelle ère en matière de relations de travail avec le gouvernement fédéral. Mais les travailleurs canadiens exigent plus que des mots. Ils veulent un gouvernement qui offre un véritable appui pour les droits des travailleurs.
Si le Premier ministre croit vraiment au droit de négociation collective, peut-il nous dire s'il va appuyer notre projet de loi visant à interdire le recours aux briseurs de grève une bonne fois pour toutes? Est-ce que les libéraux vont voter pour ou contre notre loi anti-briseurs de grève? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons été élus grâce à une promesse de créer de la croissance pour notre pays. Les relations de travail sont donc un élément essentiel de la création de la richesse. Nous voulons faire croître notre économie tout en appuyant les familles de la classe moyenne. C'est la raison pour laquelle nous entretenons des liens étroits avec le milieu syndical, des dirigeants d'entreprises, tout comme nos bonnes relations avec les provinces d'ailleurs, illustrent le fait que nous tenions à des relations harmonieuses pour bénéficier à l'économie. C'est sûr que la première préoccupation des Canadiens et des Canadiennes, c'est l'emploi. Les emplois que nous pouvons créer en acceptant des projets, mais ceux que nous pouvons consolider en prenant des décisions, en négociant, entre autres, dans le dossier du bois d'œuvre, une entente avec les Américains. L'ancien gouvernement libéral avait abandonné l'industrie forestière qui, pendant des années, a dû en subir les contre-coups. Le 12 octobre arrive à grands pas, Monsieur le Président. J'espère qu'on va avoir une entente avec les États-Unis pour pouvoir exporter notre bois et qu'on n'ira pas en cours avec ce dossier-là. Est-ce que le Premier ministre peut s'engager envers l'industrie forestière? Honorable ministre du Commerce international. Le dernier accord est expiré sous l'avis de l'ancien gouvernement, comme l'opposition sait très bien. En contrepartie, nous nous sommes engagés intensivement dans les négociations. J'étais heureuse, par exemple, d'entendre en comité que le député du Caribou-Prince-Georges appréciait notre travail. Le 18 août, il a dit « Je suis reconnaissant envers l'Affaires mondiale Canada et sa ministre d'impressionnant travail accompli à l'heure actuelle. Nous cherchons un bon accord pour les travailleurs du Canada, pas n'importe lequel. » Député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, c'est important qu'il y ait des résultats. On peut bien parler, on peut bien faire 70 tables de consultation, on peut se promener partout au pays pour amuser la galerie, mais quand il n'y a pas de résultats, Monsieur le Président, on juge davantage les gens à ce qu'ils font qu'à ce qu'ils disent. Pour l'instant, il n'y a pas de résultats. On peut bien entendre la ministre. L'accord s'était terminé l'année passée. Il y a eu une année de grâce. On espère qu'on va signer rapidement, pas que des paroles, des faits. Quand est-ce qu'on aura une entente? Dites-nous quand, Monsieur le Président. Ministre. Je répète que le dernier accord est expiré sous l'avis de l'ancien gouvernement. Et je cite, le Conseil du patronat du Québec a d'ailleurs souligné, et je cite, l'attention que nous portons à la défense de l'industrie forestière québécoise. De son côté, le Conseil d'industrie forestière du Québec s'est, je cite, réjoui de notre position sur le régime forestier québécois. Il y a juste l'opposition qui ne reconnaît pas le travail que nous faisons pour protéger les travailleurs québécois et canadiens. The honourable member for Bruce Grey, Owen. Honorable député de Bruce Grey, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. J'ai toujours été assez fier de mes capacités en calcul, mais je vous dirais que je me casse la tête à essayer de comprendre comment il est possible pour quelqu'un d'accumuler plus de 120 000 $ en dépenses de déménagement pour aller de Toronto à Ottawa en passant par la 401. Même si le cabinet du Premier ministre lui-même déménageait en traîneau à chien et à dos de mulet, et même en me servant des calculs des libéraux, je ne peux pas parvenir à un coût de 126 000 $. Le Premier ministre va-t-il expliquer à la Chambre pourquoi il en a coûté autant pour faire déménager un membre de son personnel sur 450 km le long de la 401. Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué à maintes reprises en Chambre, cette politique de relocalisation est en place depuis les années 70. Cette politique a été dernièrement mise à jour sous le gouvernement précédent. Nous avons aussi entendu comment le cabinet de l'ancien Premier ministre Stephen Harper avait approuvé plus de 300 000 $ en frais de déménagement, y compris 93 000 $ pour une seule personne. Nous reconnaissons qu'on peut en faire plus et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a instruit le Conseil du Trésor à revoir cette politique. L'honorable député de Bruce Grey, Owen Sound. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, si j'avais encore des cheveux sur la tête, je me les arracherais bien volontiers. Si j'avais su qu'un U-Haul était si cher, j'aurais offert de prendre un paquet de choses pour Jerry dans mon F-150. Les faits sont que ce sont les libéraux tout crachés. Le gouvernement ne cesse de nous répéter qu'il s'agit de politiques qui sont en place depuis longtemps. Mais ce que je peux vous dire,
qu'aucun gouvernement avant celui-ci n'a abusé de cette politique. Le Premier ministre va-t-il nous dire la vérité et va-t-il admettre que ce déménagement était beaucoup trop cher? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Tous les députés ont entendu ce que j'ai déjà dit et je l'ai répété à plusieurs reprises afin qu'on puisse se rappeler que l'ancien cabinet de l'ancien Premier ministre avait aussi approuvé 300 000 $ en frais de déménagement, y compris 93 000 $ pour une seule personne. Ce qui est le plus important, l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre Stephen Harper a dit que le programme de déménagement fédéral s'applique à des centaines de déménagements annuels des employés du gouvernement, des militaires, des membres de la GRC et divers fonctionnaires. Notre gouvernement s'est engagé à revoir cette politique. Honorable député d'Elgin Middlesex, London. Monsieur le Président, pendant des jours, les libéraux ont défendu les versements personnalisés en espèces pour les petits amis du Premier ministre. Vendredi, après s'être fait prendre la main dans le sac, ils ont dit que ces dépenses étaient déraisonnables parce qu'elles n'avaient pas de justificatif ou de reçu. Le manque de jugement du Premier ministre lui a permis d'approuver des dépenses que ses amis décrivent maintenant comme déraisonnables. Alors une fois encore, qu'en est-il exactement de ces versements personnalisés en espèces? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci de la question, Monsieur le Président. La politique à laquelle fait référence la députée existe depuis les années 70. Le gouvernement précédent ne s'est pas gêné pour s'en servir et approuver en 2011 300 000 $ de dépenses de déménagement, dont 93 000 $ pour une seule personne. Revenons à Guy Journal, ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre Stephen Harper. Il a dit « Veut-on des critères objectifs et équitables où on veut que certaines personnes imposent leurs opinions arbitraires sur certaines personnes ?» Honorable député d'Elgin Middlesex, London. Eh bien, Monsieur le Président, il est clair que le leader du gouvernement en Chambre ne connaît que ces messages tout faits et approuvés à l'avance. Ironiquement, ils ont été probablement rédigés par le personnel qui a empoché ces versements personnalisés en espèces. Ceux-ci doivent être justifiés. Nous n'avons toujours reçu aucune réponse. Pourquoi les libéraux pensent-ils que ces dépenses n'étaient déraisonnables qu'une fois qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci de la question, Monsieur le Président. Cela veut dire beaucoup pour moi, venant d'une députée qui ne fait que lire sa question. Comme je l'ai déjà dit, cette politique existe depuis les années 70. Je rappellerai aux honorables députés que ce gouvernement reconnaît que cette politique doit être revue et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a instruit le Conseil du Trésor à la revoir. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a fait une promesse solennelle de réconciliation avec les peuples autochtones. Mais son ministre de la Justice ne cesse de saper ses engagements. Les procédures contre les survivants des pensionnats autochtones s'empilent dans son ministère. Il conteste une décision de la Cour qui estimait qu'il y avait application perverse de la justice contre un survivant. La ministre peut-elle nous dire pourquoi elle va à l'encontre des promesses de réconciliation de son gouvernement, pourquoi elle continue de se battre devant les tribunaux contre les survivants des pensionnats autochtones? L'honorable ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, le gouvernement s'est engagé à s'assurer que justice soit faite aux victimes de ce chapitre sombre de notre histoire et qu'ils reçoivent la compensation à laquelle ils y ont droit. Nous sommes très préoccupés par la possibilité que certaines victimes ayant droit à une compensation ont été refusées. J'ai demandé à mon département d'explorer les avenues possibles pour s'assurer que la situation est rectifiée. La justice doit être rendue. Timmins James Bay. Honorable député de Timmins James Bay. Monsieur le Président, la Cour supérieure de l'Ontario a ordonné un dédommagement immédiat pour les survivants de pensionnats en raison d'une erreur judiciaire. C'était un cas très important. Pourquoi et le ministère de la Justice a tenté de faire renverser cette décision par ses avocats. Mais qu'il s'agisse du CITSE ou de s'en prendre aux survivants de pensionnats, le ministre de la Justice doit cesser de se cacher et doit expliquer pourquoi il continue de mettre en œuvre ce que faisait le gouvernement Harper auparavant. Honorable ministre des Affaires autochtones, Monsieur le Président, il nous importe énormément en tant que gouvernement que tous ceux et celles
qui ont gagné devant les tribunaux fassent l'objet d'un réexamen judiciaire. J'en ai donné instruction à mes hauts fonctionnaires et on s'assurera que justice soit faite. Honorable député de Calgary-Nose-Hill. Monsieur le Président, aujourd'hui un autre membre du cabinet du Premier ministre a dû prendre la parole en Chambre et indiquer que des dépenses déraisonnables avaient été remboursées. Et ce, une fois qu'on l'a pris la main dans la poche. Mais la responsabilité revient au Premier ministre. Les Canadiens ne devraient pas avoir à compter sur des demandes d'accès à l'information pour découvrir la vérité. Le Premier ministre va-t-il s'excuser auprès des Canadiens d'avoir laissé des membres de son cabinet cacher des informations au public? Honorable ministre de l'Immigration, Monsieur le Président, nous nous sommes engagés auprès des Canadiens de faire preuve d'ouverture et de transparence. Ces dépenses ont été divulguées en vertu du principe de divulgation proactive il y a 9 mois, mais ils ont été entrés dans la mauvaise colonne. On s'en est rendu compte plus tôt aujourd'hui et nous avons fait les correctifs nécessaires il y a à peine plus d'1 heure et je soumettrai de nouveau la question qui avait été inscrite au feuilleton le plus tôt possible. Honorable député de Calgary-Nose-Hill. Eh bien, c'était intéressant. Monsieur le Président, le ministre de la Santé a approuvé une réponse officielle au Parlement indiquant qu'elle n'avait pas fait de défense pour des limousines, mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait facturé des milliers de dollars pour ces limousines, justement. Le ministre des Ressources naturelles en a fait de même. Maintenant, le ministre de l'Immigration cache des frais de déménagement dans une réponse officielle au Parlement. Le Premier ministre peut-il expliquer aux Canadiens si ces ministres cachent toutes ces choses, pourquoi les Canadiens devraient-ils lui faire confiance? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci de la question, Monsieur le Président. Ce que savent les Canadiens, c'est que le gouvernement précédent ne faisait pas le travail qu'il avait été élu pour faire. Ce gouvernement est d'avis qu'il y a place à l'amélioration. Et on a ciblé certains domaines où cela pourrait avoir lieu. Le ministre de l'Immigration a modifié sa réponse au Parlement. Mais lorsqu'il s'agit de répondre aux réponses au feuilleton, le gouvernement précédent l'avait fait à plus de 10 reprises. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 19 ministres et le Premier ministre, c'est plus de la moitié d'entre eux, ont approuvé des dépenses des frais de déménagement déraisonnables. Ils se sont fait prendre la main dans le sac et ils ont fini par admettre que ces dépenses étaient déraisonnables et ont accepté de les rembourser. Si ces dépenses étaient déraisonnables, sont déraisonnables aujourd'hui, pourquoi les ont-ils approuvées dès le début? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Cette politique est en place depuis les années 70. Politique qui a été dernièrement mise à jour sous les conservateurs en 2008. Elle a été revue ensuite en 2011 et le gouvernement précédent a choisi de ne rien faire. Notre gouvernement, en revanche, reconnaît que nous devons revoir cette politique et notre Premier ministre a instruit le Conseil du Trésor de revoir cette politique. Merci. Honorable député de Red Deer-Lacombe. Eh bien, Monsieur le Président, il ne suffit pas pour la leader du gouvernement en Chambre de se cacher. On a trompé les Canadiens. Les règles énoncent clairement que ces dépenses sont à la discrétion du ministre et du Premier ministre. Les règles ne les ont pas obligés à le faire. Pourquoi le Premier ministre se cache-t-il derrière les règlements plutôt que d'admettre qu'il a fait une erreur de jugement en approuvant ces remboursements en espèces personnalisés? Honorable leader du gouvernement en Chambre. Merci de la question, Monsieur le Président. Je pense qu'il convient de faire référence à Guy Joyner, ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre Stephen Harper. Qu'avait-il à dire sur cette politique? C'est que le programme de déménagement fédéral s'applique à des centaines de déménagements par an, y compris des déménagements d'employés du gouvernement, des militaires et des membres de la GRC. Et cette politique existe pour une bonne raison. L'honorable député de Esquimalt-Saanich-Sooke. Les Canadiens sont toujours opposés à C-51. Cela représente un retrait. Hier, j'ai déposé un projet de loi qui abrogerait tous les éléments de C-51. Les libéraux vont-ils voter en faveur? Aujourd'hui, le commissaire à la protection de la vie privée s'est plaint de ce que le gouvernement ne faisait pas assez pour atténuer les répercussions de C-51. Le gouvernement libéral va-t-il approuver toutes les recommandations et appuyer mon projet de loi pour abroger C-51? Le ministre de la Sécurité publique. Nous étudions C-51
le gouvernement va mettre en œuvre exactement ce qui a été promis lors de notre campagne électorale. Pour ce qui est du commissaire à la protection de la vie privée, j'estime que son travail est très important, son opinion importe. J'apprécie son examen de différents points et je suis heureux de le consulter sur le meilleur cadre de sécurité possible pour le Canada. Son avis sera précieux. Parlons de ces consultations, parce qu'aujourd'hui, le commissaire à la vie privée a critiqué le gouvernement parce que ces mêmes consultations sur le projet de loi C-51 ne parlent pas des répercussions de cette loi sur les droits démocratiques et la vie privée. Selon lui, et je le cite, la portée de ces consultations est trop restreinte. Elle ne semble pas prendre en compte les préoccupations clés en matière de protection à la vie privée. Est-ce que le ministre va enfin reconnaître l'inaction de son gouvernement, il n'y a pas de proposition, les préoccupations réelles des citoyens sur la protection de la vie privée et enfin abroger C-51? L'honorable ministre, en matière de sécurité publique, nous allons assurer un examen par un comité de parlementaires, puis un office de lutte contre la radicalisation, un respect de la charte, une amélioration de liste d'interdiction de vol, un examen mandaté après 3 ans. Et c'est la première fois que l'on demande aux Canadiens et aux Canadiennes quelles autres mesures sont nécessaires pour assurer leur sécurité et leurs droits et libertés. Président, ce gouvernement a pris des actions concrètes pour aider les communautés à combattre l'itinérance. Le budget 2016 a augmenté les fonds de la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance, la première augmentation depuis 1999. Est-ce que le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut informer la Chambre des nouvelles mesures prises pour aider à lutter contre l'itinérance? Madame la ministre. Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue de Châteauguay-Lacolle pour son appui à la lutte contre l'itinérance. Notre gouvernement s'est engagé à appuyer les énergies et les approches novatrices de nos communautés pour mieux prévenir et alléger l'itinérance. Hier, j'ai eu l'honneur d'annoncer un investissement nouveau de 12,5 millions de dollars visant à réduire l'itinérance de manière plus innovatrice, plus particulièrement chez les Autochtones, les jeunes, les femmes fuyant la violence et les anciens combattants. Monsieur le Président, à nouveau, merci à la députée de Châteauguay-Lacolle pour son intérêt et son appui sur cet important enjeu. Honourable member for Abbotsford. Well, Mr. Speaker. Député d'Abbotsford. Durant la dernière élection, le Premier ministre a promis qu'il y aurait l'avènement d'une nouvelle ère de coopération avec les provinces et les territoires. Or, la ministre de l'Environnement a confirmé récemment qu'elle avait l'intention d'imposer une taxe sur le carbone, ponction fiscale massive aux provinces, que ça leur plaise ou pas. Autant pour le fédéralisme coopératif et pour les voies ensoleillées. La ministre peut-elle nous dire quelles provinces et territoires sont d'accord avec son plan d'alourdissement du fardeau fiscal? Mr. Speaker, we're working very... La secrétaire parlementaire, nous travaillons activement avec les provinces et les territoires pour respecter les engagements pris à Paris, y compris un prix pour le carbone. Nous savons qu'il y a des différences entre les provinces et territoires, des situations différentes. Nous faisons notre possible pour en tenir compte. Un prix généralisé pour le carbone est important pour une réduction des émissions, mais il faut aussi de la souplesse. L'accord de Vancouver ne faisait rien de tel, parce que nous savons maintenant que les 3 premiers ministres des territoires et ce Brad Wall et le premier ministre de Nouvelle-Écosse s'opposent tous à l'imposition d'un prix du carbone. Si la ministre de l'Environnement continue à insister et à imposer sa décision, elle va à l'encontre de sa promesse de travailler en collaboration avec les provinces. D'où ma question à la ministre. Pourquoi est-elle revenue sur sa promesse et qu'en est-il du fédéralisme de coopération? Le secrétaire parlementaire, nous savons que pour bâtir une économie forte, il faut absolument protéger l'environnement. Établir un prix pour le carbone en fait partie. Ça va nous aider à réduire nos émissions, stimuler l'innovation et donner aux entreprises la possibilité de s'organiser et de prévoir. Nous allons avoir un cadre pan-canadien. N'oublions pas que le Premier ministre de Colombie-Britannique a indiqué clairement que sa province entendait avoir une tarification du carbone à l'échelle du Canada et
invite toutes les autres provinces à se joindre à elle. Mr. Speaker, Le député. Nous avons une crise de l'emploi au Canada. Dans le Canada de l'Ouest, plus de 125 000 travailleurs du secteur de l'énergie ont perdu leur emploi, en bonne part à cause des politiques libérales hostiles au secteur énergétique. Le Canada n'est pas en mesure de voir un bon prix pour son pétrole parce que nous sommes prisonniers des terres. Ce sont des milliers d'emplois qui ont été perdus. Quand les libéraux vont-ils assurer la croissance de l'économie, avoir recours à la classe moyenne pour assurer l'acheminement des produits énergétiques à des marchés? Le secrétaire parlementaire. L'une des grosses responsabilités de tout gouvernement est de veiller à ce que les ressources énergétiques soient acheminées à des marchés, mais ce, de façon durable. Et pour le faire, il faut restaurer la confiance du public dans nos évaluations des gros projets. Nous avons pris quelques mesures pour répondre à ces préoccupations. Nous avons entamé un processus d'examen de l'évaluation environnementale et nous allons moderniser l'Office national de l'énergie. Nous allons faire notre possible pour obtenir la confiance des Canadiens. Monsieur le Président, les travailleurs portent leur emploi, les gouvernements perdent des recettes et la classe moyenne subit les retombées de la perte des recettes énergétiques. Que fait le gouvernement? Il entreprend une nouvelle étude. Partout au Canada, nous avons intérêt à disposer de l'infrastructure énergétique voulue pour acheminer nos ressources au marché étranger. Quand les libéraux vont-ils approuver les pipelines et permettre cet acheminement? Monsieur le Président, pendant 10 ans, lorsque l'ancien gouvernement était au pouvoir, aucun kilomètre de pipeline permettant l'acheminement vers la côte n'a été construit. Pourquoi? Parce qu'ils ont miné la confiance des Canadiens dans le processus d'évaluation environnementale. Nous avons l'intention de rétablir cette confiance. London Fanshawe. Mr. Speaker, today La députée de London Fanshawe. Aujourd'hui, le Botman des militaires a dit que le processus de demande de prestations pour les anciens combattants blessés était complexe, difficile à naviguer et ne fonctionnait pas. Une militaire blessé n'obtient pas automatiquement les prestations dont il a besoin. Il doit se prêter à un processus d'une complexité échevelée. Les anciens combattants attendent déjà leurs prestations depuis trop longtemps. Le ministre va-t-il leur tendre la main et veiller à ce qu'ils obtiennent ces prestations? Je voudrais remercier la députée de sa question. En fait, je voudrais remercier tous les membres des forces armées de leur soutien à notre nation. Je vais travailler activement à obtenir pour les anciens combattants les prestations dont ils ont besoin et la sécurité financière, des initiatives aussi de formation. Nous faisons notre possible pour accélérer la transition avec le ministre de la Défense nationale. Nous veillons à ce qu'autant d'anciens combattants que possible obtiennent les prestations qui leur sont dues. Vous avez promis d'améliorer les relations avec nos anciens combattants, Monsieur le Président. Mais dans son rapport publié aujourd'hui, l'Ombudsman militaire révèle que le système actuel de prestations ne fonctionne tout simplement pas et qu'il est trop complexe de naviguer pour les anciens combattants. C'est tout simplement inacceptable. Les anciens combattants attendent déjà trop longtemps pour les prestations auxquelles ils ont droit, mais ce gouvernement continue de leur compliquer la vie. Est-ce que le ministre va corriger cette injustice pour que nos anciens combattants puissent réintégrer plus facilement la vie civile? Honorable Minister of Veterans Affairs. L'honorable ministre des anciens combattants, nous nous sommes engagés à mieux faire pour les anciens combattants et leurs familles. Ma lettre de mandat l'indique. Nous travaillons à la transition, les militaires qui deviennent d'anciens combattants. Nous sommes déterminés à faire notre possible pour les aider. Nous travaillons de concert avec mon homologue de la Défense nationale pour réduire la complexité d'ensemble du système, améliorer la prestation de services et resserrer les liens entre anciens combattants et Défense nationale. Les progrès commencent, ils vont se maintenir. Le député.
Les libéraux nous ont dit qu'il était merveilleux pour les Canadiens de l'Atlantique d'être représentés par quelqu'un de Mississauga à la PK et combien ils devraient être reconnaissants d'être envisagés pour un siège à la Cour suprême. Ils s'imaginent magnanimes, nul doute, laisser les Canadiens de l'Atlantique se porter candidat à un siège qui leur revient de droit. Pourquoi même imaginer de les en priver? Secretary to the Minister of Justice. Secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice. Le processus utilisé par le gouvernement sortant pour nommer les juges de la Cour des juges était opaque et devait être révisé. Nous avons un processus de nomination ouvert, transparent, avec une forte norme en matière de reddition de comptes. Nous allons avoir des candidats qualifiés avec un bilinguisme fonctionnel et les gens de Canada Atlantique seront les bienvenus. Et For Niagara Falls. Mr. Speaker, there has been a Monsieur le Président, on a quelqu'un qui représente le Canada Atlantique à la Cour suprême depuis plus de 140 ans. Et les 32 députés libéraux de se laisser faire béat à la perspective qu'on puisse les priver de ce siège. D'où ma question au ministre de la Justice. Combien de ces 32 députés libéraux lui ont demandé de protéger le siège? Le président du Conseil du Trésor, nous n'allons certainement pas écouter des conseils des conservateurs en matière de nomination. La ministre de la Justice, pour 6 des 9 nominations, en fait, l'ancien ministre de la Justice a nommé son témoin, le témoin à son mariage et la femme de ce témoin comme juge. S'ils avaient été plus nombreux à être invités à son mariage, il les aurait nommés aussi. Ça, ce n'est pas normal. Le député de Saint-Albert-Edmonton, Monsieur le Président, la ministre de la Justice a dit que notre gouvernement appuierait la motion déposée par les conservateurs que le gouvernement respecte la représentation du Canada Atlantique dans la Cour suprême, sauf que la ministre ne s'engage pas à nommer effectivement un Canadien de l'Atlantique. La ministre va-t-elle confirmer qu'elle va nommer quelqu'un de Canada Atlantique pour remplir le siège, ou est-ce encore un exemple des libéraux qui disent une chose et en font une autre? Monsieur le Président, la décision prise par la Cour suprême nous affecte tous, mais le processus employé par le gouvernement sortant était opaque. Nous avons annoncé un nouveau processus de nomination de juges à la Cour suprême du Canada, ouvert, transparent. Il va permettre d'identifier des candidats appropriés de haut calibre, avec un bilinguisme fonctionnel reflétant la diversité de notre beau pays. Cette liste contient des candidats du Canada Atlantique qui sont bien à même de concurrencer. Monsieur le Président, hier matin, j'ai eu le plaisir d'assister à une annonce faite par le ministre des Finances à la Cité collégiale à Ottawa. Le ministre faisait l'annonce du lancement des consultations prébudgétaires, cette fois pour le budget 2017, son deuxième budget. J'aimerais savoir si le ministre est en mesure de partager ses objectifs avec la Chambre. Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier mon honorable collègue de Glengarry Prescott Russell pour son excellente question. Hier, nous avons fait l'annonce du lancement des consultations pour le budget 2017. L'année dernière, nous avons eu plus de 250 000 interactions avec les Canadiennes et Canadiennes afin de solliciter leur idée pour le budget. Les consultations feront un très grand succès et nous cherchons à recevoir encore plus de suggestions cette année. Ceux qui sont intéressés à participer peuvent le faire en remplissant le questionnaire sur le site web des Finances Canada. On aurait peut-être de Port-Neuf, Jacques-Cartier. Monsieur le Président, moi aussi, j'ai une excellente question. Monsieur le Président, l'Institut national d'optique, un leader mondial installé à Québec, a permis à des centaines d'entrepreneurs de devenir prospères. Cet institut a un plan, lui, un plan d'expansion en Ontario et en Alberta.
pour créer des emplois. Le président du CA appelle à l'aide ce matin. Silence radio. Ce gouvernement ne répond pas à ce joyau canadien. Monsieur le Président, le premier ministre a demandé au ministre de la Famille de ne pas s'occuper des dossiers de la région de Québec. Mais peut-il lui permettre de s'occuper de Lino, qui est dans sa propre circonscription? Honorable ministre du Développement économique. Monsieur le Président, je voudrais remercier le député d'en face de sa question. Comme il le sait pertinemment, nous participons à l'Institut. Nous étudions la demande de financement en fonction du mérite. Nous accueillons les suggestions pour stimuler la croissance des petites entreprises. Mr. Speaker, La députée, destituer quelqu'un de sa citoyenneté canadienne est grave. Avec C-24, Stephen Harper a privé les Canadiens d'un recours digne de ce nom, même si leur erreur était de bonne foi. Les libéraux ont promis d'abroger C-24, mais on attend encore. En fait, le gouvernement fait son possible pour destituer de leur citoyenneté jusqu'à 60 Canadiens chaque mois. Quand le ministre va-t-il revenir sur C-24 et va-t-il s'abstenir de destituer des Canadiens de leur citoyenneté jusqu'à ce que le recours soit rétabli? C-6. Nous avons l'intention de respecter notre engagement pris durant la campagne électorale, comme quoi un Canadien est un Canadien et des Canadiens. C6 élimine la destitution de citoyenneté pour les personnes reconnues coupables de crimes. Ce projet de loi a été adopté à la Chambre des communes. Il fait l'objet d'une étude au Sénat. Nous nous penchons maintenant sur la destitution de citoyenneté pour information erronée. Le député. La conférence de reconstitution volontaire des ressources du Fonds international s'est tenue à Montréal. Le Canada s'est engagé à verser 800 millions de dollars entre 2017 et 2019 pour lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria. Le ministre du Développement international va-t-il faire le point sur le rôle de leader joué par le Canada et sur l'avancée que représente cette conférence dans la lutte contre cette terrible maladie? Je voudrais remercier mon collègue de York Sud-Weston de sa question. Notre gouvernement a une fois de plus fait preuve de leadership. La conférence sur la reconstitution volontaire des ressources du Fonds international qui s'est tenue à Montréal recueille des fonds pour éliminer le VIH, la tuberculose et la malaria. Nous sommes fiers d'avoir contribué à cet effort et d'aider à sauver des vies. Le député, plus tôt cette semaine, nous avons eu des exemples choquants de l'abus des fonds contribuables. Des ministres ont dit qu'en se penchant sur les dépenses, certaines avaient été jugées inadmissibles. En fait, il y a juste quelques minutes, ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas tenus d'approuver les dépenses. Donc Jerry et Katie, pensait-il que ces dépenses étaient déraisonnables quand ils ont demandé le remboursement ou quand ils se sont fait prendre la main dans le sac? Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'avoir la chance de répondre à la question du député. Guy Journeau, ancien chef de personnel du cabinet de Stephen Harper, a indiqué que le processus de réaffectation était géré par un tiers indépendant qui déterminait si les dépenses étaient admissibles ou pas. Il est bon que ce soit un tiers indépendant qui tranche ainsi afin que les décisions s'appliquent de façon équitable à tous. Il est bon que ce processus soit indépendant plutôt qu'arbitraire. Monsieur le Président, dans une lettre adressée au premier ministre Philippe Couillard le 21 août 2015, notre premier ministre écrivait « Contrairement à M. Harper, je n'entends pas traiter la question des transferts de façon unilatérale. » Et il ajoutait « Mon parti est conscient des défis que représente la hausse des coûts en santé. » Eh bien, les libéraux ont quand même réussi à faire pire que le gouvernement Harper. C'est Harper avec condition, Monsieur le Président.
Comment le premier ministre peut-il justifier de briser sa promesse faite au premier ministre du Québec et imposer unilatéralement des coupes aux malades québécois? Madame la ministre de la Santé. Monsieur le Président, les Canadiens sont fiers de leur système de santé publique. Ils s'attendent à ce que leur gouvernement s'assure que ce système soit toujours là pour eux. Le transfert canadien en matière de santé était à plus de 36 milliards de dollars cette année. Et l'année prochaine, ça va augmenter de plus d'1 milliard de dollars jusqu'à plus que 37 milliards de dollars. Je vais rencontrer mes homologues provinciaux et territoriaux de nouveau dans les prochaines semaines. Et j'ai beaucoup hâte de cette réunion. Honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, le coup près est tombé. La ministre de la Santé a décidé de diminuer les transferts en santé à la manière libérale, unilatéralement. Belle façon d'initier la collaboration avec son homologue du Québec. C'est une attaque frontale contre le système de santé du Québec. Moins d'argent pour l'accès aux médecins, moins d'argent pour les infirmières, les infirmiers, moins d'argent pour des soins et des opérations. Pourquoi les 40 députés libéraux du Québec se taisent et laissent ce gouvernement attaquer le système de santé du Québec? Honorable ministre de la Santé. Je ne suis pas sûr que le député laissez-moi dire à la Chambre ce qu'il en est. Nous ne sabrons pas dans les dépenses de santé. C'est sur 36 milliards de dollars cette année, plus l'an prochain, 37 milliards de dollars et plus. Nous travaillons avec nos homologues des provinces et territoires qui font un excellent travail dans la prestation des soins. Nous sommes entendus sur certaines priorités, y compris les soins à domicile et la santé mentale.